On vous a menti. Et à vrai dire, on m'a menti à moi aussi. C'est en tout cas le constat que j'ai fait il y a bientôt 2 ans maintenant, quand j'ai lancé le site courirmieux.fr, parce que le site courirmieux.fr a 2 ans. Et en fait, à l'époque, j'étais encore enseignant-chercheur en fac de sport, et régulièrement, je me posais des questions sur comment mieux m'entraîner en trail. Comment progresser, comment me récupérer, comment m'alimenter, etc. Pour répondre à ces questions, je lisais des articles, plutôt sur Internet, j'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos, et 9 fois sur 10, c'était pareil. Quand je parlais de ce que j'avais lu ou entendu à mes collègues enseignants-chercheurs, en STAPS, souvent spécialistes de la physiologie de l'exercice, ils souriaient et m'expliquaient que non, les articles scientifiques, eux, ne disent pas la même chose, puis ils me renvoyaient vers des études robustes sur la question. N'en déplaise aux amateurs de raccourcis, les réponses ne sont jamais noires ou blanches, c'est vrai. Néanmoins, l'écart était souvent grand entre ce que j'avais lu ou entendu, d'une part, comme réponse, et les preuves fiables présentes dans la littérature. Malheureusement, il n'existait pas de spécialistes à l'époque qui vulgarisaient cette littérature, et à qui je pouvais faire confiance, dont les propos étaient crédibles car sourcés et connectés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je fais avec vous, mes auditeurs, ce que ces collègues faisaient avec moi à l'époque. Je cherche dans les études les plus fiables des réponses aux grandes questions qu'on se pose en tant que pratiquant, sur l'entraînement, la nutrition et la récupération en trail. Je synthétise les meilleures publications sur le sujet et je vous présente tout ça avec mes 3 casquettes: chercheur en sciences du sport, entraîneur de pratiquants de trail et pratiquant passionné. La saison 1 du podcast Courir Mieux se termine. Et avant d'attaquer une saison 2, qui sera elle aussi riche en contenu, je vous le promets, je voulais vous proposer un épisode bilan qui revient sur ceux qui ont constitué la saison 1 et résume chacun de ces épisodes en 1 ou 2 messages clés que vous devriez absolument garder en tête. Un genre de résumé, de condensé, de take-home message de la saison 1 de Courir Mieux. Alors je vous le dis de suite, c'est un exercice super difficile pour moi, puisque je suis pas le roi des contenus condensés et directs, comme le montre cette introduction qui est déjà beaucoup trop longue par rapport à ce que je voulais, mais j'aime beaucoup l'idée d'un petit challenge en improvisation totale pour clôturer cette première saison de podcast Courir Mieux. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode bilan. Donc je vais reprendre dans l'ordre de publication, et les 2 premiers épisodes qui sont venus constituer la saison 1 de Courir Mieux, c'était ceux que j'avais appelés gonflés à bloc, qui étaient destinés à comment améliorer sa VO2 max. Dans la partie 1, je vous avais fait ma revue de littérature, comme d'habitude. Dans la partie 2, j'avais reçu un invité, spécialiste du sujet, et c'était Hervé Assadi qui s'était joint à moi pour parler de comment développer VO2 max. C'était un épisode que moi j'avais trouvé vraiment intéressant parce que j'étais parti du constat que quand même quand on veut améliorer VO2 max, en France, on a quand même beaucoup la tradition de cette méthode d'entraînement qui est le 30-30, l'entraînement par fractionné 30-30 ou des fois 30-20 pour les plus foufous d'entre nous. Mais on a beaucoup cette tradition du 30-30 en France, dans le milieu francophone. Et quand on sort, et d'ailleurs Hervé Assadi l'avait très bien expliqué, quand on sort de l'espace francophone, quand on regarde un petit peu ce qui se fait par exemple dans le modèle anglo-saxon, ils sont pas du tout sur cette façon d'approcher le 30-30, sur cette façon de cumuler des petites fractions à haute intensité qui petit à petit vont instaurer une sorte de dérive cardiaque pour que, au final, sur la durée totale de la séance, il y ait beaucoup de temps passé à haute intensité. Et quand j'avais regardé la littérature, du coup, montrait plutôt exactement ça. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas que le 30-30 qui existe et qu'il existe plein de façons de développer VO2 max. Bon, alors déjà, tous les travaux s'accordaient sur le fait que VO2 max est effectivement développable. On peut faire quelque chose pour améliorer son VO2 max. En plus, je reviendrai dessus un peu plus tard dans l'épisode, mais VO2 max, c'est un pilier de la performance en endurance, qu'on fasse du trail court, du trail long ou de l'ultra trail. Même en ultra, VO2 max est déterminant et super important à bosser. Et donc, du coup, ce contenu-là, qui revenait un petit peu sur comment développer VO2 max, cette espèce de pilier, un des piliers en tout cas de la performance en endurance, moi, il m'avait beaucoup plu à faire. Il avait été facile à réaliser parce qu'en fait, la littérature est extrêmement gorgée de littérature sur le sujet, d'études sur le sujet. Et en fait, je crois que je m'étais appuyé sur 5 ou 6 méta-analyses, chacune de 30 à 40 papiers. C'était énorme comme littérature, donc c'était très facile. Globalement, ces études, elles montraient, si je prends la partie 1, que si vous voulez améliorer VO2 max, déjà vous pouvez, homme comme femme, quel que soit votre âge, vous pouvez développer VO2 max. C'est pas un critère qui a la plus grande amplitude de développement possible, mais en tout cas, entraîner VO2 max, ça amène à des bénéfices, ça c'est une réalité. Et les études avaient montré que les fractions qui globalement allaient si je résume vraiment largement, qui allaient globalement de 1 minute à 5 minutes, elles étaient efficaces. Alors vous allez me dire, 1 minute à 5 minutes, ça fait quand même des fractions qui sont super longues. Ouais, effectivement.
Ça laisse beaucoup de choix. En fait, ce que les études montraient, au-delà du fait que c'était des durées qui allaient de 1 à 5 minutes, on s'en moque un petit peu de la durée des fractions. Moi, j'en utilise plein avec les athlètes que j'entraîne. Au-delà de ça, ce qui comptait, c'était vraiment le temps que vous passez à haute intensité dans une séance de fractionné. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et je le vois bien avec les athlètes que j'entraîne, j'ai des athlètes qui réagissent très bien au 30-30, par exemple, si je reprends cet exemple, et qui vont très vite avoir une fréquence cardiaque qui monte dans les tours et qui reste haute avec du 30-30. Super. J'ai des personnes qui réagissent pas trop à ça, ou qui ont une cinétique cardiaque super réactive, ils montent beaucoup mais ils redescendent très vite, et c'est très dur de les laisser à haute intensité avec du 30-30. Et chez eux, on voit que par exemple, des 1 minute, des 2 minutes, des 3 minutes, c'est ce qui permet d'accumuler le plus de temps à haute intensité sur une même séance. Par exemple, je prends un exemple idiot, si je prévois 5 fois 3 minutes, on est d'accord que c'est censé faire 15 minutes de temps de travail à haute intensité, avec des athlètes, je me rends compte que j'atteins les 15 minutes à peu près sur une séance, donc cool, la séance est réussie, elle est validée. Et avec d'autres personnes, si je fais ça, le même 15 minutes avec du 30-30, j'y arrive pas, je le fais avec des 2 minutes, j'y arrive. Donc, voilà. En fait, moi, je pense que ce qui compte, c'est de trouver, moi, ce que j'utilise le plus, c'est des formats de fractionnés qui vont globalement entre 1 et 4 minutes, c'est ce que j'utilise le plus, avec surtout plutôt entre 1 et 3 minutes d'ailleurs. Moi, je pense que ce qui compte, et la littérature était d'accord avec ça, c'est de trouver la durée de fraction qui vous permet d'accumuler le plus de temps de travail à haute intensité. Alors, dans l'échange avec Hervé Assadi, Hervé revenait beaucoup sur le rôle du 30-30, lui, il travaille beaucoup avec ça, et le 30-30 n'est pas à jeter à la poubelle, il l'amène à des bénéfices également. Mais la littérature montrait qu'il y a également des bénéfices avec des 2 minutes, avec des 3 minutes, avec des 4 minutes, avec même des 5 minutes. Il y avait une méta-analyse qui concluait, une parmi toutes celles vulgarisées, qui concluait que le mieux c'était des séances de 5 fois 5 minutes. Bref, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Moi, je pense que l'essentiel, si vous voulez développer VO2 Max, et en tout cas, c'est là-dessus que je veux revenir pour conclure ce retour sur les épisodes sur VO2 Max. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'accumuler du temps de travail à haute intensité, un temps de travail qui va être entre 10 et 20 minutes. 10 minutes si vous êtes plutôt débutant, 20 minutes si vous êtes vraiment expert. C'est assez rare, les personnes qui montent au-delà de 20 minutes sur une séance de fractionné, c'est déjà énorme. Moi, mes athlètes, je travaille beaucoup autour entre 12 et 16, pour être honnête. Et donc, de trouver les fractions qui sont le mieux pour vous, pour que, entre la récupération, l'intensité que vous mettez, etc., vous arriviez à accumuler ce temps de travail à haute intensité. Donc, la littérature était claire là-dessus, au-delà de 85-90% de la fréquence cardiaque maximale. C'est à ça qu'on fait référence quand on parle de haute intensité. Et que vous trouviez, du coup, les fréquences optimales pour accumuler ce temps de travail. Donc, voilà pour VO2 Max. Juste après, j'avais réalisé les épisodes que j'avais appelés Muscle ton jeu. Partie 1, partie 2, avec JB Morin, que j'avais reçu plus tard. Et en fait, cet épisode, pour la petite anecdote, il était super marrant parce que on l'a enregistré une première fois avec JB. Et c'était la première fois que j'utilisais un logiciel qui me permet de récupérer une qualité audio meilleure que ce que, par exemple, Zoom peut faire. Et évidemment, ça n'a pas raté. Première fois que j'utilise ce logiciel, donc l'enregistrement plante. Et on doit réenregistrer avec JB. Alors déjà, je le remercie encore une fois pour ça. Je lui envoie un message, je suis désolé, l'enregistrement a foiré, c'est ma faute. Est-ce qu'on peut réenregistrer? Il me dit oui, dans 2 semaines, j'ai un créneau. Et à la base, on devait enregistrer sur les exercices de musculation en unipodal versus en bipodal. Sauf que juste après l'échec d'enregistrement numéro 1, il y a une nouvelle méta-analyse qui sort sur les meilleures modalités de faire de la musculation pour progresser en endurance. Est-ce que le mieux, c'est des exercices sous max? Est-ce que le mieux, c'est les exercices de pliométrie? Est-ce que le mieux, c'est un mélange de plein de choses? Ou est-ce que le mieux, c'est la force max, le travail avec des charges lourdes? Et donc forcément, quand on a une preuve scientifique qui sort, qui est si robuste que ça, avec plein de papiers, le thématique de l'épisode a dévié. Et donc quand on a réenregistré avec JB, on n'a pas du tout parlé, quasiment pas parlé de UL versus bipodal, mais on a parlé de musculation en force max versus pliométrie, etc. Globalement, si je dois résumer en un message ce qui avait été dit dans cet épisode, c'était que, en 2 messages, ce qui avait été dit dans cet épisode. 1, la musculation, c'est bénéfique à tous les pratiquants de trail et de course à pied, quel que soit le niveau, et ça, la méta-analyse qui était sortie le montrait bien. Débutants comme experts, ils bénéficiaient des bienfaits, des bénéfices de la musculation. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde devrait passer sur au moins une séance de renfort de musculation par semaine, quitte à enlever une séance de course à pied. Il y aura plus de bénéfices à substituer une séance de course à pied par une séance de muscu que de garder que de la course à pied. En tout cas, ça c'est mon opinion et JB le partageait. Et globalement, la conclusion qu'on avait fait, c'était que le travail de la force maximale, c'était vraiment le plus bénéfique. Et ça, il y a au moins 2 méta-analyses dans la littérature qui le disent. Le travail de la force, vraiment des charges lourdes avec les mouvements lents qui sont lourds à soulever, c'est bénéfique autant en course à pied à plat qu'en trail. Et d'ailleurs, il y a d'autres travaux qui ont été publiés
publié dans le temps, entre-temps là-dessus, qui montrait que en trail et en ultra, les personnes qui avaient les meilleures performances étaient également celles qui avaient le plus de force max dans les membres inférieurs. Donc voilà, pour conclure sur cet épisode un peu plus rapide que sur VO2 Max, pour conclure sur cet épisode, le travail de la force maximale, je pense que c'est quelque chose qui est crucial quand on fait du trail. Et la musculation, c'est important. Et moi, j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices qui écoutent cet épisode à réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent intégrer du travail de force maximale dans leur entraînement hebdomadaire. Et à la limite, si je reviens sur les propos de JB, c'est si vous pouvez pas intégrer de force maximale parce que ça implique d'aller en salle de musculation et que c'est pas forcément possible pour tout le monde. JB, il avait une vision qui était assez simple et que j'aime beaucoup, c'est celle du ni-ni-ni. C'est-à-dire que si un exercice de musculation n'est ni à vitesse maximale, donc par exemple un bondissement le plus haut possible sur un squat, admettons, ni à force maximale, c'est-à-dire un squat avec une charge lourde où vous allez faire 2 ou 3 ou 4 répétitions, ni à endurance maximale, alors, donc c'est-à-dire vous allez faire énormément de répétitions jusqu'à plus pouvoir en faire, si vous êtes ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le dernier, alors votre exercice de renforcement musculaire ne sert à rien, n'aura pas de bénéfice. Et donc moi, je vous invite à déjà, d'une part, prendre en compte ce conseil, éviter le ni-ni-ni, et à aller faire des répétitions avec des charges maximales. Alors, je l'avais vulgarisé sur le site, vous le trouverez, j'avais fait un tableau qui résume comment faire un entraînement en force maximale. Globalement, ce que j'aime bien dire, c'est la méthode 4-4. C'est ce que me disait la méta-analyse que j'avais vulgarisé. 4 exercices, chaque exercice 4 séries, chaque série 3 ou 4 répétitions, et entre les séries 4 minutes de récupération. Donc c'est ce que j'appelle la modalité 4-4. Vous pouvez diminuer à 3 de récupération, vous pouvez diminuer à 3 répétitions. Moi je fais plutôt des 3 répétitions, mais en gros la méta-analyse elle disait que le 4-4, donc je répète, 4 exercices, 4 séries par exercice, 4 répétitions par série et 4 minutes de récupération entre les séries, et ben c'était le mieux pour développer la force max. Alors, juste après cet épisode qui avait été publié sur la musculation en trail, j'avais fait l'épisode sur le seuil. Alors lui, c'est un des épisodes qui a généré le plus de débats en commentaire, avec des commentaires comme d'habitude plutôt constructifs et d'autres commentaires plutôt désagréables. C'est les revers de YouTube, on va dire. Mais en fait, à la base, moi, j'étais dans une démarche quand j'ai réalisé cet épisode, dans une démarche extrêmement naïve. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai fait l'épisode sur le travail à FC max ou dans les zones de vitesse, d'allure, d'intensité maximale. J'ai pas encore fait l'épisode sur l'intensité basse, ça viendra dans la saison 2. J'aimerais bien en tout cas traiter des intensités sous-maximales, donc ce qu'on appelle le seuil. Et donc assez naïvement, je me suis dit allez, c'est parti, je fais un épisode que j'appelle qui sera sur le seuil, le travail au seuil. Et je vais regarder dans la littérature les bénéfices qui découlent du travail au seuil et quelles sont les meilleures modalités pour faire du travail au seuil. Et quand j'ai préparé cet épisode, je m'attendais pas du tout à tomber sur la conclusion globalement de cet épisode au seuil de nulle part que j'ai nommé après coup. La conclusion étant qu'en fait, il se passe pas grand chose. Que quand on travaille au seuil, donc dans cette zone intermédiaire, dans un modèle en 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 1, la base aérobie, zone 2, la zone de seuil, intensité, c'est difficile mais je peux tenir. Zone 3, intensité maximale, c'est difficile et je peux pas tenir longtemps. Quand on fait du travail dans cette zone 3, en fait, il n'y a pas beaucoup de bénéfices qui découlent. On arrive dans une zone où, en fait, les bénéfices de la première zone ne sont plus présents, les bénéfices de la troisième zone ne sont pas encore présents, et on est dans un espèce de mélange d'entre deux, de zones qui accumulent beaucoup de fatigue, qui est aussi la zone, l'intensité des courses, au-dessus du seuil ventilatoire 1, des compétitions qu'on peut réaliser. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de bénéfices qui en découlent. Et ça, c'est pas quelque chose que je pensais avant de réaliser l'épisode, et c'est quelque chose un résultat de la littérature scientifique auquel j'ai été confronté en préparant l'épisode. Alors après, j'ai reçu l'expert français du seuil et du lactate, parce que quand on parle de ces seuils, on parle aussi beaucoup de lactatémie, etc. Laurent Messonnier, qui également, en fait, venait confirmer. J'étais pas très confiant quand je l'ai reçu, parce que je me suis dit, lui, il bosse sur le lactate et sur les seuils. Je viens de dire dans la partie 1 que, en fait, apparemment, dans la littérature, il se passe rien quand on bosse au seuil. Est-ce qu'il va me taper sur les doigts et dire que je raconte des conneries? Et en fait, il était globalement d'accord avec moi en disant qu'effectivement il se passe pas grand chose, que la zone 1 et la zone 3 sont les plus intéressantes à l'entraînement, que la zone 2 il se passe plein de choses mais c'est pas vraiment une zone de développement de certaines capacités. Ça veut pas dire qu'il faut complètement ignorer cette zone, ça veut juste dire que c'est pas forcément celle qui engendre le plus de bénéfices. Et même lui il disait d'ailleurs que les seuils, par exemple lactique 1 et lactique 2 sont les plus décalés vers la droite, donc sont aux plus hautes fréquences cardiaques chez des pratiquants qui font plutôt du modèle polarisé, c'est-à-dire de la très basse intensité et de la très haute intensité, plutôt que chez les pratiquants qui passent le plus de temps au seuil. C'était une étude corrélationnelle qu'il avait. Lui, il disait qu'ils avaient mesuré les volumes d'entraînement entre zone 1, zone 2 et zone 3.
Ils avaient fait des corrélations pour savoir est-ce que les personnes, par exemple, qui passent le plus de temps en zone 1, en zone 2 ou en zone 3 sont les personnes avec les seuils les plus hauts, donc en gros, qui sont les plus performants, on va vulgariser comme ça. Et il avait dit, notre hypothèse, c'était que les gens qui passaient le plus de temps en zone 2 sont également ceux qui ont les meilleurs seuils, donc le seuil lactique 1 et lactique 2 le plus haut. Et il disait, en fait, pas du tout, c'était les gens qui passaient le plus de temps en zone 1 et le plus de temps en zone 3 qui avaient les seuils les plus décalés vers la droite. En conclusion, c'était un épisode qui, globalement, concluait que, et je le répète, le travail au seuil, il sert pas à grand-chose. Moi, je le trouve intéressant avec mes athlètes quand on approche des compétitions, c'est-à-dire dans des dernières semaines de préparation, parce que c'est des zones qui vont explorer pendant la course, donc c'est cool, je trouve, d'y avoir passé du temps pour connaître les sensations, pour calibrer les sensations, pour ne pas complètement découvrir une zone de travail à laquelle on peut pas être habitué. Ça peut faire bizarre de passer 2 heures à 170 BPM quand on l'a jamais fait, ou quand on n'a jamais fait au moins quelques minutes à 170 BPM, qui est pour certains athlètes la zone du seuil ou pas loin du seuil lactique 2. Mais donc voilà, c'était ça la conclusion, c'est globalement il se passe plein de choses dans cette zone-là, mais pas trop des zones de développement, pas trop des adaptations à l'entraînement, et c'est pas forcément la zone la plus intéressante à travailler à l'entraînement. Alors juste après, j'avais fait les épisodes que j'avais appelés « Cours comme ça vient », qui étaient des épisodes sur la foulée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on court, globalement, comment est-ce qu'on pose nos pieds. Bon, alors là aussi, un peu pareil, j'avais osé mettre le doigt sur certaines personnes qui ont des croyances que je considère maintenant à la lecture des commentaires. Je suis désolé, je fais un petit parallèle là-dessus. À la lecture des commentaires et des messages que je reçois parfois en dessous de vidéos YouTube, en dessous de vidéos Instagram ou quoi, je me rends compte qu'en fait, dans l'entraînement, moi, j'ai une approche qu'on appelle evidence-based, et je suis pas le seul. Il y a des comptes, par exemple, Rémi Rivet, dont j'admire le travail. Il y a également une approche evidence-based. Geek and Fit sur Instagram, plutôt dans la musculation également, a une approche evidence-based. J'ai la même, c'est-à-dire que je regarde les preuves scientifiques et du coup, j'en tire des conclusions. Et je me rends compte qu'en fait, il existe des approches un petit peu sectaristes dans les personnes qui s'intéressent à l'entraînement. Et que là, en fait, j'avais mis le doigt dessus en faisant un épisode sur la foulée. Je m'y attendais pas trop, je vous avoue, mais j'avais mis un doigt sur le sectarisme minimaliste, quoi. Alors que je parlais même pas de chaussures, je parlais que de foulée et de patterns de course. Et en gros, on s'était posé la question avec mon invité Guillaume Raoult. Dans cet épisode, on s'était posé la question de est-ce qu'il y a une façon de courir qui par défaut est mieux qu'une autre? Est-ce qu'il vaut mieux poser un pied plutôt à l'avant du pied, plutôt talon, plutôt milieu pied? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des fréquences de pas élevées, des fréquences de pas basses, faire des longs pas, faire des petits pas? Bref, on avait voulu décortiquer la grande majorité des études qui ont été questionnées là-dessus et voir si d'une part, il y a certaines foulées qui par défaut améliorent les performances ou certaines foulées qui par défaut améliorent la santé, c'est-à-dire prévenir les blessures, etc. Et en fait, la conclusion, l'avantage que j'ai eu dans la réalisation de cet épisode, c'est qu'il y avait une énorme revue de littérature qui venait de sortir à l'époque. Je me souviens pas du nom, je l'ai cité, le papier est super long, j'ai fait l'épisode quasiment que sur ce papier parce qu'en fait, il doit faire 30 ou 40 pages, il y a des centaines et des centaines de références là-dedans sur des années et des années de littérature sur le sujet. Et en fait, la conclusion des auteurs, c'était non, il se passe rien, on s'en moque de la foulée. La foulée, on s'en moque complètement. Que tu cours avant-pied, milieu-pied, que tu cours talon, pointe de pied, avec des grands pas, avec des petits pas, etc., on s'en moque. Ce qui compte, c'est que ta foulée te convienne à toi. Et que toi, en tant que coureur, tu te poses pas la question de comment je cours. Et Guillaume Raoult avait beaucoup aimé, donc mon invité, il était exactement dans la même conclusion que moi dans la partie 1, donc j'étais plutôt content, j'avais pas raconté trop de bêtises. Il était exactement dans cette approche en disant cours comme ça vient, c'est exactement ça. Te pose pas de questions sur comment courir. Les organismes qui défendent un certain nombre de pas par minute, une certaine attaque, une certaine façon de poser le pied, une certaine fréquence de pas, etc. Il disait en fait la littérature, elle soutient pas ces preuves-là. Cours comme ça vient. Si tu es débutant, va courir plein de fois parce que ta foulée va prendre du temps à devenir la plus naturelle pour toi, à être celle qui te correspond à toi. Ça va être long, ça se fait pas en 2 jours, mais cours comme ça vient. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui court avec des petits pas, une attaque plutôt talon, un bassin baissé, peu d'oscillations verticales, c'est pas grave. Si t'es quelqu'un qui court avant-pied avec une haute fréquence de pas, qui bondit, qui est très avant-pied, c'est pas grave. Globalement, la seule conclusion qui était à faire de cet épisode-là, c'est 1, effectivement, cours comme ça vient, te pose pas de questions sur ta foulée, et 2, on revient dessus un peu après, mais cours avec des chaussures qui correspondent à ce que tu peux supporter en termes de contraintes mécaniques. En gros, je reviens dessus après parce que j'ai reçu Guillaume cette année-là. En gros, les chaussures, tout ce que ça va faire, la mécanique de course, tout ce que ça va faire, et je parle pas trop de chaussures exprès, j'essaye d'éviter. La mécanique de course et la foulée, globalement, tout ce que ça va faire, c'est que ça va localiser des contraintes à un endroit plutôt qu'à un autre. Par exemple, je vulgarise globalement, si vous êtes très avant-pied, ça va localiser les contraintes sur le pied, la cheville, les mollets. Si vous êtes très arrière-pied, ça va plutôt localiser les contraintes sur les genoux, les hanches et le dos. Et en fait, du moment que vous avez une foulée qui correspond
à vos forces et vos faiblesses parce qu'on n'est pas tous égaux. De naissance, on a des résistances plus accrues, par exemple aux pieds ou aux genoux. Il y a des gens qui vont être comme ça et c'est comme ça, notre historique déjà de croissance, notre historique sportif va faire qu'on est plus ou moins fort à certains endroits, notre historique de blessures, mais également juste notre anatomie, comment on est né, comment nos structures sont conçues. On n'est pas égaux et on peut pas tous courir comme on veut. Et tout ce qu'il faut, c'est avoir une foulée qui correspond à nos forces et nos faiblesses. Et normalement, le corps, il le sait bien ça et il va naturellement nous faire adopter une foulée qui correspond à nos forces et nos faiblesses. Des fois, ça prend quelques footings. Il faut un petit peu de temps avant de courir comme ça vient, de courir naturellement pour nous. J'insiste vraiment là-dessus. Courir naturellement, ça veut rien dire. Courir naturellement pour nous, ça veut dire quelque chose par rapport à nos forces et nos faiblesses et notre structure anatomique. Par exemple, la longueur des jambes fait qu'on court plutôt d'une façon que d'une autre. Et ça, j'y peux rien, par exemple, si j'ai des grandes jambes. Donc voilà, cours comme ça vient, c'était pour moi vraiment la conclusion de cet épisode avec Guillaume Raoult sur la foulée. Après Guillaume, j'avais fait des épisodes sur la variabilité de la fréquence cardiaque et j'avais reçu Laurent Schmitt. Alors cet épisode, il était un peu complexe parce que quand on parle de variabilité de la fréquence cardiaque, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de marqueurs et les technologies modernes font qu'on a l'impression que c'est une mesure qui est facile. Et en fait, non. Il y a énormément de paramètres de plus que simplement la milliseconde que nous montre la montre. Et il y a des mesures qu'il faut croire, qu'on peut croire en termes de variabilité de la fréquence cardiaque, et des mesures qu'on ne peut pas trop croire en termes de variabilité de la fréquence cardiaque. Globalement, pour moi, c'est assez facile de résumer ces deux épisodes. Le résumé qui était pour moi vraiment à garder en tête, c'était, premièrement, si vous voulez faire un suivi de votre variabilité de la fréquence cardiaque, faites-le correctement. C'est-à-dire faites-le avec une ceinture de fréquence cardiaque, faites-le avec un protocole qu'on décrivait dans l'épisode de fréquence cardiaque qui est pertinent, qui est robuste, qui est fiable, que vous pouvez comparer dans le temps. Faites-le avec les bons outils de mesure, c'est-à-dire avec les bonnes variables, que vous comparez les bonnes variables. Bref, faites-le bien. C'est-à-dire juste suivre la fréquence cardiaque sur la variabilité de la fréquence cardiaque sur la montre, que quand on est fatigué, on dit « regardez, c'est bas, je suis fatigué ». En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un outil qui est super puissant, la variabilité de la fréquence cardiaque, mais ça sert à rien de le suivre comme ça, au doigt mouillé à la montre. Si c'est intéressant, ça peut l'être pour vous. Faites un vrai protocole, par exemple avec 2-3 mesures par semaine, d'abord en position allongée, puis pourquoi pas en position debout, 5 minutes le matin, après être allé aux toilettes, bref. Mettez en place un protocole qu'on décrit très bien dans l'épisode avec Laurent Schmitt. Mettez en place un protocole robuste pour bien mesurer cette variabilité de la fréquence cardiaque et mesurez-la à des moments opportuns. C'est-à-dire que le but de la variabilité de la fréquence cardiaque et de la mesure, c'est d'adapter l'entraînement par la suite. Si c'est mesuré juste pour mesurer, ça sert à rien. Si vous le mesurez, par exemple, en fin de préparation pour un objectif qui vous tient à cœur, pour adapter la charge d'entraînement que vous allez faire, les entraînements que vous allez réaliser, là, c'est intéressant. Si c'est juste mesuré pour la mesurer, ça sert à rien. Donc voilà un peu la conclusion qu'il y avait eu sur cet épisode sur la variabilité de la fréquence cardiaque qui, je peux vous le dire maintenant, m'avait un peu déçu. Il y en a 3-4 des épisodes comme ça que j'ai réalisés qui m'ont déçu, simplement parce que je considérais que la thématique était super intéressante et en fait, ils n'ont pas reçu beaucoup d'attention. Et je me suis dit, mince, peut-être que les gens s'en foutent en fait de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc bon, si jamais c'est le cas, je vous invite à aller le réécouter, cet épisode sur la variabilité de la fréquence cardiaque, mais c'est vrai qu'il n'a pas trop reçu d'attention de la part des auditeurs et auditrices, et ça m'avait un peu déçu sur le coup. Je m'étais dit, mince, peut-être qu'on s'en fout de la VFC en fait. Bref, l'épisode est encore en ligne, si jamais vous voulez lui donner un petit, lui tendre l'oreille, c'est possible. Après ces épisodes avec Laurent Schmitt, j'avais réalisé 4 épisodes d'affilée sur l'alimentation. Et j'avais reçu 2 fois le même expert que je compte re-recevoir actuellement parce que c'est une des personnes les plus calées aujourd'hui en termes de francophones dans la nutrition sportive, c'était Julien Louis. Alors Julien Louis, pour retracer son parcours 2 secondes, quand il dit quelque chose, c'est pas Jean-Michel du PMU. Désolé pour les personnes qui s'appellent Jean-Michel. C'est pas Jean-Michel du PMU, je veux dire, il est chercheur en physiologie de l'exercice et en nutrition de l'exercice. Il est nutritionniste et diététicien pratiquant, c'est-à-dire qu'en fait, il intervient dans des clubs de sport depuis des années. Il a travaillé avec les plus grands clubs de foot comme le Liverpool. Aujourd'hui, il est nutritionniste de l'AG2R Décathlon, la mondiale en termes de cyclisme, donc une des équipes avec les plus grosses performances dans le milieu du cyclisme. Il a des publications dans les journaux les plus reconnus mondialement. Donc quand Julien Louis est invité, accepte mon invitation et vient discuter dans mon podcast de comment s'alimenter en trail et en ultra. D'ailleurs, il est également nutritionniste de sportifs de trail de très haut niveau. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de parler de qui c'est, donc je ne vais pas dire quel est l'athlète, mais c'est un des athlètes qui performe, un des athlètes de plus haut niveau qu'il y a en ultra trail aujourd'hui. Et du coup, quand Julien Louis vient et raconte des choses sur la nutrition sportive dans mon podcast, moi je me sens extrêmement chanceux de le recevoir. Donc ces épisodes étaient divisés en 2 parties. D'abord, on avait traité de l'alimentation au quotidien, quoi manger au quotidien pour répondre aux besoins
en ultra trail. Et ensuite, quoi manger à l'effort. Alors, je vous ai fait beaucoup de contenu, de manière générale, j'ai fait beaucoup de contenu sur l'alimentation. Je suis revenu beaucoup sur ces concepts, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est super important et qu'il y a beaucoup de croyances qui sont véhiculées par plein de monde, plus ou moins robustes. Globalement, si je prends les recommandations de Julien Louis pour le quotidien, je vais les résumer ainsi. Alors ça va être dur de le résumer parce que l'épisode est super riche, mais je vais essayer de les résumer quand même. La recommandation numéro 1 pour l'épisode sur l'alimentation au quotidien, c'était manger beaucoup. Si vous faites du trail et de l'ultra, on a souvent des besoins qui sont très élevés. D'ailleurs, dans un autre épisode où on en a parlé récemment, on a souvent des besoins qui sont très élevés et on les sous-estime. Donc, mangez de belles quantités. Et regardez ce que ça représente, par exemple, votre dépense calorique entre votre métabolisme de base et vos dépenses avec l'exercice. Si vous portez régulièrement une ceinture de fréquence cardiaque, vous avez une estimation des calories dépensées, vous rajoutez à ça votre métabolisme de base, vous voyez qu'en fait, les dépenses sont très élevées. Donc, il va falloir de belles portions. Le premier macronutriment qui est super important à apporter, ça va être des glucides. Je ne veux pas rentrer dans les débats sur le low carb et les régimes qui prônent la diminution des glucides actuellement, parce qu'en plus là, avec un épisode que j'ai réalisé dernièrement, je suis en train il y a une petite secte low carb qui est en train de venir me dire que c'est n'importe quoi ce que je raconte. La seule différence entre moi et eux, c'est que moi j'ai des preuves à l'appui et pas eux. Mais du coup, je veux pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes un sportif d'endurance, toute la littérature sur le sujet, la littérature robuste sur le sujet publiée est très claire. Mangez des glucides, donc de belles portions de glucides. Et attention, j'ai pas dit du sucre. J'ai bien dit des glucides. C'est généralement l'argument numéro 1 des personnes qui prônent le low carb, c'est de dire qu'on se gorge de sucre. Il faut différencier sucre et glucides. Quand on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux, pour moi, c'est quand même... Il y a des bases à reprendre. Il faut manger des glucides. Il faut manger des glucides quand on fait de l'endurance. C'est le carburant numéro 1. Le deuxième résumé de cet épisode, c'était il faut manger des protéines. En trail et en endurance, on peut avoir tendance à sous-estimer nos besoins en protéines qui sont pourtant super élevés, qui sont vraiment élevés. Encore plus en trail, on a des contraintes musculaires qui sont considérables. On sollicite nos muscles plus que par exemple dans la course à plat. Par exemple, surtout à cause de l'excentrique et de la descente qui sont très traumatisants au niveau musculaire. Et donc, les apports en protéines, les besoins en protéines sont super élevés. Julien Louis partage des fourchettes d'apports qui seraient optimaux, mais voilà, il y a vraiment de gros besoins en protéines également pour les sportifs de trail, et il faut les combler. Et le troisième recommandation, c'est manger des graisses et manger des bonnes graisses. Julien Louis a insisté là-dessus, sur l'importance de varier les apports en lipides, mais qui sont généralement largement suffisants, même pour les sportifs d'endurance, pour combler les besoins. Manger des lipides, mélanger les graisses, ajouter de l'huile de colza à vos plats, ajouter de l'huile d'olive, varier les sources d'oméga, bref, manger des bonnes graisses pour venir compléter ça. La dernière chose qui était intéressante de cet épisode, c'était, je pense, l'aspect que les supplémentations sont pas si utiles que ça. Souvent, on entend parler du besoin qu'il peut y avoir à se complémenter en magnésium, en potassium, en vitamine C, en je sais pas quoi. Et Julien Louis avait une approche qui, moi, je trouve vraiment pertinente, c'est est-ce que tu es sûr que tu as un besoin ? Par exemple, est-ce qu'une prise de sang a identifié que tu avais effectivement une carence en un micronutriment ? Donc, par exemple, en magnésium ou peu importe. Et 2, est-ce que ton alimentation ne t'en apporte pas assez ? Est-ce que tu as des preuves dans ton alimentation que tu en manques ? Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de se complémenter, si la prise de sang identifie un manque et si dans l'alimentation, il y en a vraiment un. Mais la plupart du temps, il disait que lui, des sportifs avec qui il travaillait, il n'avait quasiment jamais vu de carence dans les micronutriments essentiels. Donc voilà. La deuxième partie, c'était celle plutôt à l'effort. Et alors là, les conclusions, pour moi, sont super simples. Ça rejoint également des conclusions que je vous ai partagées sur les réseaux sociaux, comme Instagram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre l'Instagram de Courir Mieux. Ce qui va compter le plus à l'effort, c'est de manger des glucides. Parce que, en fait, quand on parle d'alimentation à l'effort, il faut différencier ce qui est exogène et ce qui est endogène. Donc, ce qui est apporté par l'alimentation et ce qui est stocké dans l'organisme. Exogène, c'est apporté par l'alimentation. Endogène, c'est stocké dans l'organisme. Si on prend les protéines, les endogènes, donc les stockés, sont pas trop utilisés, voire pas du tout. Les exogènes, apportés par l'alimentation pendant l'effort, sont clairement pas utilisés. Donc, on oublie. Pour les lipides, les endogènes sont extrêmement utilisés. Oui. Les exogènes sont très mal utilisés. Le métabolisme n'arrive pas à les digérer parce que c'est des molécules qui sont très complexes. Donc, on utilise nos stocks de lipides. On utilise énormément de lipides en endurance. C'est une des sources de carburant les plus importantes. Donc, il faut compter sur les lipides. Sur les lipides stockés. Et ça, c'est super important. Deuxième chose, les lipides brûlent au feu des glucides. Tous les invités que j'ai reçus experts de la thématique l'ont dit. Si on mange pas de glucides, on peut pas faire de lipolyse. Et ça, je l'avais vulgarisé dans un papier. C'est un peu complexe à comprendre. Mais globalement, si vraiment je rends la chose ultra simple,
Le lipide ne peut pas être utilisé comme carburant dans le cycle de Krebs s'il n'y a pas un glucide disponible qui, lui, par une réaction, lui permet de rentrer dans le cycle de Krebs, qui est le cycle de Krebs, l'usine à énergie. Voilà, je vulgarise comme ça. Donc les lipides endogènes sont super importants, on en crame plein pendant l'effort, les lipides stockés sont super importants, mais ils dépendent des glucides. Les glucides endogènes, on est super mauvais en tant qu'être humain, on en a très peu en stock. Les glucides exogènes, on peut en manger plein. En tout cas, il faut se préparer à en manger plein si on fait de l'endurance. Et donc, pour Julien Louis, en gros, si on conclut l'épisode, il faut manger plein de glucides à l'effort pour performer, pour maintenir un certain niveau de performance. Sinon, on va forcément devoir diminuer l'intensité de l'exercice. Il faut boire. Et dans certains cas, ça peut être utile d'apporter du sodium. Mais donc, globalement, les apports en endurance à l'exercice, ils sont super simples. De l'eau, des glucides et du sodium. Alors évidemment, quand on rentre dans les... J'ai pas encore fait d'épisode spécifique là-dessus, je le ferai certainement dans la saison 2. Quand on rentre dans comment consommer des glucides, on se rend compte qu'il faut regarder les sources de glucides, donc par exemple la maltodextrine, le glucose, le fructose, le sucrose. Bref, il y a plein de sources de glucides possibles. D'ailleurs, là aussi, encore un parallèle, un raccourci qui est trop souvent fait dans les gens qui critiquent la consommation de glucides à l'effort. On parle bien de consommer des glucides, pas forcément de consommer du sucre. Le sucre, c'est un type de glucide. On parle de consommer des glucides, pas directement du sucre. Encore une fois, un parallèle, un raccourci qui arrange certaines personnes, mais qui n'est pas une réalité. Et donc, quand on s'intéresse à comment consommer des glucides à l'effort, on se rend compte que si on veut monter en dosage, il faut prendre en compte le ratio. Ou par exemple, il y a le ratio 1,05, le ratio 1,08. Bref, en fait, tout ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources de glucides qui sont mélangées. Par exemple, de la maltodextrine et du fructose, c'est le plus courant. Et qu'on joue donc sur plusieurs transporteurs de glucides, parce que les glucides ne sont pas transportés par les mêmes. Les différents glucides sont transportés par différents transporteurs. Et donc, si on veut optimiser les apports en glucides et réduire les troubles gastriques, il faut jouer sur plusieurs transporteurs. Globalement, la littérature, elle semble dire que le meilleur ratio, c'est 1,05 ou 1,08, c'est-à-dire que pour 1 gramme, par exemple, de maltodextrine ou de glucose, c'est pareil, de maltodextrine ou de glucose, vous avez 0,5 g de fructose ou 0,8 g de fructose, donc un peu moins. La littérature, en fait, semble dire qu'on est capable d'assimiler 1 g de glucides par minute et 0,5 à 0,7 g de fructose par minute. Et donc, en fait, ça fait ces ratios qu'on a vus. Donc, voilà. Bref, dans les deux cas, on s'accordait. Les glucides sont super importants quand on fait de l'exercice d'endurance et à l'effort. La consommation de glucides, c'est un challenge, oui. On peut s'y entraîner, c'est vrai. Je ferai un épisode là-dessus, d'ailleurs, plus tard. Mais c'est ça qui permet les meilleures performances. C'est le carburant numéro 1. Les glucides sont super utilisés pour produire de l'énergie directement et les glucides sont super utilisés pour faire tourner la lipolyse. Donc si on veut produire de l'énergie, on est bien dans un cas en endurance de mélange de carburant. Encore que le mélange, il est de plus en plus glucidique à mesure que l'intensité augmente. Mais quand on fait du trail long et de l'ultra, on est bien sur un mélange de carburant entre les lipides et les glucides. Et pour que ce mélange de carburant soit optimal, il faut apporter des glucides et avoir des stocks endogènes de lipides. Mais ça, normalement, il n'y a pas de souci. L'épisode que j'avais réalisé par la suite, après cet épisode sur l'alimentation, c'était avec Laure Fernandez sur le mental en trail et en ultra-trail. Et en gros, j'avais voulu m'intéresser à quelles sont les causes d'abandon, quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à abandonner sur un ultra-trail, donc spécifique à l'ultra. Et est-ce que les personnes qui abandonnent sont dans le même état d'esprit, ont les mêmes caractéristiques psychologiques au départ que les personnes qui n'abandonnent pas? Là aussi, on est sur un des épisodes qui a reçu le moins d'engouement de la part de la communauté. Peut-être qu'il n'est pas sorti au bon moment, peut-être qu'il l'intéresse pas, je sais pas. Si jamais retournez y jeter un oreille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en gros, la conclusion de cet épisode-là, elle était beaucoup plus large que ce que je pensais à l'origine, qui était très resserré sur les causes de l'abandon, mais on a parlé de plein de choses. On a parlé de comment gérer les moments difficiles pendant un trail et un ultra, de la pleine conscience, on a parlé de qu'est-ce qui amène des individus à pratiquer versus du trail versus ne pas pratiquer. L'épisode était super large sur le mental de manière générale, et je vous avoue que j'ai beaucoup du mal là à vous tirer une conclusion. Si je dois en tirer une seule, ce serait avant un départ de trail, savoir juste pourquoi on est là. Pour moi et pour Laure, je pense pas trop me tromper en disant que on n'est pas très fan, elle comme moi, des messages qui ont pour but de dire qu'il y a des bonnes raisons de pratiquer le trail et l'ultra et des mauvaises raisons. Pour moi, en tout cas, et c'est ce que j'ai compris de l'épisode quand je l'ai réécouté, il y a plein de raisons de faire du trail et de l'ultra. Et c'est cool de passer du temps en montagne. Mais il faut être sûr de ces raisons quand on est au départ. C'est-à-dire être sûr qu'on est bien dans nos raisons et qu'on y croit à ces raisons et que c'est bien elles qui nous poussent à faire du trail ou un ultra au départ. Et simplement avoir fait le point sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais chercher et qu'est-ce que je risque à abandonner. C'est-à-dire si j'abandonne mentalement, ça va être quoi les conséquences? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est important pour moi cette course?
Est-ce qu'abandonner est plus important que finir? Il y a plein de questions à se poser, mais vraiment la question du pourquoi et d'être aligné avec le pourquoi je suis ici, pour moi, c'était vraiment, si je dois en résumer cet épisode, c'était vraiment pour moi le plus important à garder en tête. Pourquoi je suis là et est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'être ici? Moi, personnellement, j'ai jamais de jugement quand on dit, des fois, il y a des gens qui critiquent, ouais, ils viennent faire du trail ou d'ultra pour briller à la machine à café. Oui, c'est pas la meilleure motivation, mais moi, j'ai pas de critique à ça parce que ça pousse des gens à faire de l'activité physique et quand on connaît la pandémie de sédentarité, je trouve que c'est pas grave, en fait, d'avoir cette motivation très intrinsèque. La seule question qu'on peut se poser, à mon sens, c'est pourquoi? Et est-ce qu'on est à l'aise avec cette motivation de briller à la machine à café? Si on est à l'aise avec cette motivation, c'est la vraie raison pour laquelle on est là. Pour moi, j'ai pas de souci. Il faut juste qu'on ait aligné ça pour peut-être aller le plus loin possible sur l'ultra. Alors, après cet épisode sur le mental, on arrive sur 3 épisodes que j'avais réalisés avec, au niveau scientifique, certainement parmi les plus grands experts de l'endurance et de l'ultra-endurance en France. Il s'agissait, à nouveau, j'ai eu le plaisir de recevoir JB Morin et Guillaume Millet. En fait, je m'étais rendu dans leur laboratoire pour une journée entière dédiée à cet épisode et pour parler ensemble de comment progresser en trail court et en ultra trail. On avait volontairement voulu mettre de côté les formats intermédiaires parce qu'on avait dit que ça dépendait du niveau. Et en gros, on avait voulu ensemble dessiner avec des questions des auditeurs que vous aviez fait remonter quels étaient les grands déterminants de la performance en trail court et quels étaient les grands déterminants de la performance en ultra trail. Alors, c'est marrant parce que du coup, JB Morin, il a beaucoup travaillé sur le trail court. Il a par exemple co-dirigé la thèse de Sabine Erstrom, que je salue au passage, qui s'est justement intéressé à quels sont les déterminants de la performance en trail court. J'avais Guillaume Millet, qui travaille depuis des années sur l'ultra-endurance et plus spécifiquement sur l'ultra-trail et qui lui aussi est pratiquant. Et donc, on a essayé de réunir les grandes lignes de comment progresser en trail court et en ultra trail. Alors, il y avait mon épisode à moi en partie 1 qui résumait un petit peu la littérature sur le sujet. Et on a essayé d'aller un petit peu plus loin après avec ces 2 experts. Ça va être extrêmement compliqué de vous résumer quoi que ce soit parce que les épisodes sont longs, ils sont super denses. On a abordé vraiment plein de thématiques. Je vais essayer de le faire. On avait parlé en gros de l'importance, quelle que soit la distance, de l'importance de VO2 max et de la force maximale. Et je dis bien quelle que soit la distance. Guillaume Millet en parle. VO2 max est associé à la performance en trail et en ultra trail. Simplement, le poids de ce facteur diminue avec l'avancée des distances, c'est-à-dire que c'est plus important en trail court qu'en ultra trail, mais en ultra trail, on arrive quand même à des 50 à 60% de corrélation avec la performance. Donc c'est énorme. VO2 max explique 50 à 60% des performances en ultra. C'est peut-être 80% en trail court, 50-60% en ultra, c'est quand même 50-60%. Donc c'est pas rien. Importance de la force maximale, importance de la consommation alimentaire, de l'endurance énergétique, et là on est beaucoup revenu sur la consommation des glucides. D'ailleurs, Guillaume a cité exactement la même métaphore que plein de personnes utilisent. Les lipides brûlent au feu des glucides, on est bien sur un mélange de carburant. Les lipides et les glucides sont mélangés dans notre métabolisme pour produire de l'énergie. En trail court, ça va être très dépendant des glucides, en ultra trail, ça va être très dépendant du mélange de carburant, et les glucides vont permettre de faire tourner ce mélange de carburant, et donc on avait parlé de ça. On avait également parlé de l'importance du portage, du poids du portage. Et Guillaume avait donné l'exemple sur le Tour des Géants, si je dis pas de bêtises, où il était à accompagner quelqu'un et il l'a aidé à refaire son sac parce que c'était ok d'avoir un sac un petit peu trop lourd au départ, mais en fait rapidement au fil des kilomètres, on s'est rendu compte que le sac lourd c'était vraiment un problème avec la fatigue qui s'installe et donc il fallait le réduire, ce poids du sac. Donc là, peut-être que vous pouvez déjà vous poser la question de comment réduire le poids de votre sac dans les années à venir, mais on avait également abordé ça. On a également abordé l'importance du travail avec les bâtons et de l'entraînement dans des côtes spécifiques, c'est-à-dire aller chercher des choses qui ressemblent aux côtes qu'on va vivre pour vraiment développer des adaptations neuromusculaires aux angles de travail. Par exemple, si vous vous entraînez dans une pente à 10% et que vous allez partir sur une course où vous allez vivre des pentes, je prends l'exemple de l'échappée belle où vous avez des pentes qui sont à 30%, 40% par certains passages, il va y avoir un problème et donc l'entraînement va pas être adapté, donc les adaptations vont pas être adaptées et donc vous risquez de pas être assez bien préparé pour ces courses-là. On avait également parlé de comment se préparer aux descentes, je reviens dessus un petit peu plus tard, et de l'importance des week-end shocks, surtout en trail long et en ultra trail, de l'importance de mettre en place des week-end shocks qui en fait permettent de travailler de manière générale dans la semaine avec un volume d'entraînement qui est raisonnable et de venir faire des pics de volume à certains moments. Donc ça permet également d'équilibrer un petit peu vie professionnelle et vie personnelle et vie sportive. Et moi j'avais bien aimé cette vision de Guillaume qui venait un peu remettre du contexte, de la réalité dans l'entraînement, c'est-à-dire dire que si on avait tout le temps qu'on voulait pour s'entraîner, on n'aurait peut-être pas besoin de week-end shock, mais quand on travaille, etc., peut-être que c'est intéressant.
Bref, la quantité de choses qu'on a abordées dans ces épisodes et dans ces 2 épisodes est vraiment énorme. C'est des épisodes qui sont très riches, un petit peu longs. Et plutôt que de les résumer, le mieux que je peux faire, c'est de vous inviter à retourner les écouter parce que pour moi, même quand moi je les réécoute, alors que je les ai déjà écoutés 20 fois, je réapprends des choses et il y a certaines choses qui me reviennent en mémoire, donc je peux que vous le conseiller. Petite pause dans cet épisode. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez cet épisode au format article avec toutes les références scientifiques mentionnées. Si vous souhaitez que je vous accompagne durant vos entraînements, rendez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et de nombreuses autres plateformes où vous retrouverez tous mes contenus au format podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives, mes entraînements et également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux où, contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des échanges avec ses membres et moi-même et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à ce Scientific Day. Et juste après ça, j'avais eu un épisode avec Thibaut Besson, qui était un doctorant justement à Guillaume Millet. Entre autres, je me souviens plus qui sont ses directeurs de thèse, il a plusieurs directeurs, mais un de ses co-directeurs, c'était justement Thibaut Besson, qui maintenant ne travaille plus à l'université, mais qui est dans le privé. Et on avait fait un épisode avec lui et moi sur les femmes et l'endurance des femmes sportives versus les hommes sportifs. Alors là aussi, comme souvent, les épisodes où... et d'ailleurs, c'est pas du tout un reproche, mais c'est vrai que moi, ce que j'observe, c'est que quand je fais des épisodes avec des athlètes féminines ou que je parle de caractéristiques féminines dans l'endurance, il y a beaucoup moins d'auditeurs. Il y a comme un désintérêt d'une grande partie des personnes qui écoutent les podcasts de ces épisodes-là. Et je trouve ça un peu dommage parce que, par exemple, dans cet épisode avec Thibaut Besson, on parle autant de choses qui concernent les femmes et des parallèles qui concernent les hommes. Et donc, moi, je pense que il y a des choses qui peuvent intéresser tout le monde. Petite parenthèse. En gros, avec Thibaut, on avait expliqué, on avait fait le constat avec la littérature que les femmes sont par défaut plus endurantes que les hommes. Et ça, c'est une réalité physiologique. Quand on regarde ce que sont les caractéristiques de l'endurance, qu'est-ce que c'est l'endurance? Qu'est-ce qui se passe sur les performances des hommes et des femmes à mesure que les distances des compétitions augmentent? Et on voit que le gap de performance entre les hommes et les femmes sur trail court, il diminue à mesure que la distance des trails augmente, jusqu'à se croiser, jusqu'à avoir une plus grande performance en moyenne des hommes que des femmes quand on arrive sur des formats très longs. Alors, on parle d'un point de rupture, d'un point de passage de l'un au-dessus de l'autre, au-delà dans mes souvenirs, de 280 km effort. Donc, il faut prendre le dénivelé, la distance, faire une addition et on arrive au kilomètre effort. Mais donc, pour moi, c'est un épisode qui était vraiment intéressant où on se disait que, OK, les femmes sont par défaut plus endurantes que les hommes. OK, les femmes ont peut-être par défaut une plus grande tolérance à la charge d'entraînement que les hommes. Et pour moi, ça, c'était vraiment les 2 messages clés de cet épisode-là. Savoir que les hommes, on a nos points faibles en endurance qui sont peut-être à travailler. Les femmes ont des points forts et certains points faibles également à travailler. Et qu'on n'a pas forcément les mêmes et que donc l'entraînement doit répondre, en fait, peut-être devrait répondre à ces points forts et points faibles qu'on a par défaut. Après cet épisode, j'avais eu la chance de recevoir Bastien Montant, où on a fait 2 épisodes ensemble sur la descente. Je les avais appelés Dre dans le Pentu. Et c'était 2 épisodes où on avait vraiment parlé de comment s'entraîner à la descente. Qu'est-ce que c'est que la descente? Qu'est-ce que ça engendre comme contrainte? Qu'est-ce qui est le plus dur en trail? Est-ce que le plus dur, c'est les montées ou les descentes? Et comment est-ce qu'on pourrait préparer ces moments qui sont réellement difficiles? Moi, c'est un épisode que je trouve vraiment intéressant parce qu'il ressouligne le fait que dans le trail et dans l'ultra, en fait, les descentes sont parfois sous-estimées. Et alors que c'est vraiment elles qui engendrent le plus de dommages musculaires. On était revenu sur le mythe de cassage de fibres, à savoir qu'on ne casse pas des fibres quand on fait des descentes. On avait également parlé de l'importance des week-end shocks, de comment est-ce qu'on pouvait quantifier des entraînements en descente pour petit à petit appliquer une charge d'entraînement en descente qui soit cohérente avec notre niveau sportif, et également de combien de temps on pouvait espérer garder des adaptations à la descente et comment est-ce qu'on pouvait les entretenir. Cet épisode, moi, il m'a quand même fait changer un peu ma vision que j'avais des week-end shocks et ça m'a fait
réadapter, replacer dans la saison les week-end shocks par rapport à ce que je faisais avant. Cet épisode est le suivant d'ailleurs. Bastien, il disait que les adaptations, déjà, elles sont pas aussi longues que ce qu'on croit. Des fois, on entendait parler de 4, 5, 6 semaines de maintien des adaptations à la descente. Et Bastien, il disait que pour les groupes musculaires des cuisses, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est des groupes musculaires qui sont souvent sollicités en descente et donc par rapport à un muscle qui sont souvent sollicités en excentrique et donc par rapport à un muscle qui en fait jamais de l'excentrique, eh ben, on a moins de bénéfices. Ils sont moins réactifs un petit peu à l'entraînement à l'excentrique. Mais également, il avait parlé du fait qu'on pouvait ressolliciter ces adaptations. C'est-à-dire qu'en fait, si vous préparez un trail ou un ultra et que vous faites un week-end shock, vous pouvez le placer plus loin dans la saison que ce que vous auriez fait normalement si avant votre compétition, vous remettez des petites piqûres de rappel de dénivelé négatif. Par exemple, vous pouvez très bien mettre un week-end shock à 6 semaines si à 4 semaines et à 2 semaines, vous remettez une séance où vous allez faire, par exemple, du dénivelé négatif vite. On peut arriver aux mêmes contraintes excentriques, en tout cas, c'est vraiment pour moi une conclusion de cet épisode. On peut arriver aux mêmes contraintes excentriques, soit avec beaucoup de descentes à faible intensité, donc lente, soit avec pas beaucoup de descentes, mais très rapides. Et dans les deux cas, on aura des adaptations qui vont perdurer dans le temps et qui vont déclencher ce qu'on appelle l'effet protecteur, qui fait que après une certaine quantité de charge excentrique, on est moins sensible à d'autres sollicitations excentriques. Donc ça, pour moi, c'était vraiment très intéressant, cette discussion autour de l'effet protecteur, de comment l'instaurer, de comment le faire durer dans le temps. Et pour moi, la conclusion numéro 1, c'était que on peut jouer avec les descentes et avec les charges excentriques sans forcément avoir des énormes volumes en excentrique. On peut jouer avec des pics excentriques qui vont au final déclencher les mêmes adaptations que des gros volumes en excentrique et arriver sur une ligne de départ, par exemple pour un ultra trail, aussi préparé qu'on ait fait pas beaucoup de dénivelé négatif mais à très haute intensité ou beaucoup de dénivelé négatif mais à faible intensité. Et ça, Guillaume Millet et JB Morin l'avaient déjà dit dans les épisodes dont je vous ai parlé juste avant. Et ça, pour moi, c'était super important. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Juste après ces épisodes sur le dénivelé négatif, on avait parlé de l'affûtage. Et là, j'avais reçu, pareil, un des meilleurs experts francophones sur le sujet, qui est Laurent Bosquet. C'était vraiment intéressant de recevoir Laurent parce qu'en fait, lui, il était dans un projet, au moment où je l'ai reçu, dans un projet qui travaillait sur l'affûtage pour des sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés cet été. Aux Jeux Olympiques, du coup, d'été 2024. Et du coup, avoir cet expert qui, d'une part, avait une connaissance accrue de la littérature scientifique et d'autre part, qui avait en plein les mains dans le cambouis dans la préparation des JO et un suivi de l'affûtage de certains sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques, c'était vraiment passionnant. Globalement, la conclusion de cet épisode, c'était que l'affûtage permet d'améliorer les performances. Il y a plein de personnes qui en font pas trop ou qui font pas les meilleures modalités d'affûtage et pourtant, c'est un pilier pour arriver le jour J en forme. Globalement, si je résume les grandes lignes, l'affûtage, c'est une diminution pendant 2 à 3 semaines de 50% de la charge d'entraînement. C'est-à-dire que sur les 2 ou 3 semaines au total, on doit avoir en moyenne 50% de la charge d'entraînement. Ça peut être par exemple une semaine à 60%, une semaine à 40%, ça fait que sur les 2 semaines, on est à 50%. Ça peut être une semaine à 60%, une semaine à 50%, une semaine à 40%, si on fait 3 semaines, et là, au total, on est à 50%. Donc, l'affûtage, c'était une diminution du volume de 50% en moyenne sur la période de l'affûtage. Et la période optimale, c'était 2 à 3 semaines. Deuxièmement, les intensités doivent rester constantes. Pendant une période d'affûtage, on ne change pas les intensités. On fait toujours du travail à haute intensité. Simplement, on diminue le volume des séances, mais l'intensité qu'on cible ne change pas. Elle ne change pas en négatif, c'est-à-dire qu'on la diminue pas, mais elle ne change pas en positif non plus. C'est pas parce qu'on est en train de diminuer la charge qu'on peut faire, par exemple, des séances de fractionnés ou du travail de PMA en côte plus intense. Parce que sinon, on augmente le niveau de stress, on augmente le niveau de fatigue, et c'est exactement ce qu'on veut pas dans une période d'affûtage. Donc, même intensité. Et dernière chose, l'affûtage doit suivre une forme exponentielle. C'est-à-dire que les méthodes d'affûtage qui ont pour but de faire une petite diminution, puis une autre petite diminution, puis une autre petite diminution, un peu en escalier comme ça marche mal. Les méthodes d'affûtage qui ont pour but de faire une grosse diminution et d'y rester, par exemple, imaginez vous faites 2 semaines d'affûtage, vous le descendez à 50%, vous faites une semaine à 50, une semaine à 50, ça non plus, ça marche pas trop. Ce que Laurent disait, c'est que ce qui marche mieux, et il y a plusieurs méta-analyses qui le soulignent, c'est les méthodes d'affûtage qui sont dites exponentielles, c'est-à-dire une grosse diminution la première semaine, et après de plus petites diminutions. Et donc l'exemple typique que je donnais, c'est par exemple 60% de diminution la première semaine, puis 40% la deuxième, plus petite diminution. 60% de diminution la première semaine, puis 50%, puis
40% de la charge de la dernière semaine d'entraînement. On parle bien de la diminution par rapport à la charge de la dernière semaine d'entraînement. Donc ça, c'était vraiment intéressant de noter ça. Et par exemple, si vous faites 90%, puis 80%, puis 50%, ça marche pas trop. On avait également un petit peu parlé du fait d'augmenter la charge les dernières semaines avant l'affûtage, mais il y avait quand même quelque chose qui était vraiment important à garder en tête, c'est que cette augmentation de charge, elle peut être risquée. Il y a des personnes qui réagissent bien, ça dépend peut-être de la fatigue d'avant de la saison, il y a des personnes qui réagissent bien, des personnes qui réagissent mal. Et globalement, selon Laurent, ok, on pouvait augmenter la charge la dernière semaine avant l'affûtage, mais de manière prudente, c'est-à-dire peut-être une dizaine de pourcents maximum, pas beaucoup, parce que sinon il y avait le risque que l'affûtage permette à peine de revenir au niveau de fatigue avant affûtage et pas de revenir à un rebond, qui pourtant est le but de l'affûtage. Arriver à un niveau de forme supérieur au niveau de forme de la dernière semaine. Et ça, c'était vraiment important. Donc pour moi, là, avec ces 3-4 grands conseils concernant la durée, le volume, les intensités, la forme de l'affûtage et l'augmentation de la charge, ces 5 grandes questions. Donc j'ai dit 2 à 3 semaines, diminution en moyenne de 50% du volume, maintien des intensités, forme exponentielle de l'affûtage et peut-être une petite augmentation de la charge la dernière semaine. On a en gros les 5 points qui résument ces épisodes sur l'affûtage avec Laurent Bosquet. Les épisodes qui ont suivi concernaient une thématique qui était d'actualité, c'était la chaleur. J'avais fait 2 épisodes sur la gestion de la chaleur de manière chronique, c'est-à-dire comment on se prépare avant une période de chaleur sur du long terme à gérer la chaleur. Et 2 épisodes sur la gestion de la chaleur de manière aiguë. Quand il fait chaud, quand on est dans une course, comment est-ce qu'on gère la chaleur? Sur l'acclimatation à la chaleur, j'avais reçu Nicolas Bouscarène, qui est médecin, mais qui est également en train de réaliser un doctorat sur la thématique de la thermorégulation et de l'acclimatation à la chaleur. Globalement, si je résume cet épisode, que je vous invite à retourner écouter, par exemple, quand l'été arrivera, c'était assez simple à faire, l'acclimatation à la chaleur, c'était pas très compliqué. L'idée était de maintenir les mêmes entraînements que ce qu'on fait d'habitude, aux mêmes intensités que prévues au niveau physiologique, c'est-à-dire cardio et intensité perçue. Si les vitesses diminuent, c'est pas grave. Si les vitesses ascensionnelles diminuent, c'est pas grave. Si les allures changent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'intensité au niveau cardio et perception restent les mêmes. Et que globalement, une période d'exposition répétée à la chaleur, aux entraînements en conditions chaudes de 2 à 3 semaines, permettait de déclencher une bonne acclimatation à la chaleur. Donc c'est assez simple à réaliser. Il suffit de s'exposer, de maintenir les entraînements comme on le ferait normalement, peut-être de diminuer un petit peu les durées d'exposition si on a des sorties longues, par exemple de 3, 4, 5 heures à la chaleur, de peut-être les diminuer, mais en gros de réduire un petit peu ces volumes si jamais ils sont drastiques, mais simplement s'exposer à la chaleur, développer, engendrer des adaptations à la chaleur qui font qu'on devient meilleur quand il fait chaud. La transpiration change, les intensités, le cardio réagit d'une autre façon. Bref, on a plein d'adaptations qui font que on est adapté, on est acclimaté à la chaleur. Dans l'épisode qui suivait, qui lui aussi n'a pas reçu un franc succès, si je dois être honnête sur la visibilité qu'il a eue, peut-être que c'était pas la bonne période, encore une fois, ou alors c'est le contenu qui était nul, mais j'avais reçu Florence Riera et moi je le trouvais vraiment intéressant cet épisode. D'ailleurs, Hugo Ferrari l'a écouté et m'a dit que c'était un super épisode quand je l'ai reçu pour sa préparation à la chaleur pour l'UTMB 2024. Il m'a dit que c'était un bon épisode, donc bon, c'était peut-être pas de chance. On a parlé en gros avec Florence de 3 choses pour gérer la chaleur de manière aiguë quand on est dans une situation, dans un entraînement, dans une compétition, où il fait chaud, l'hydratation, les vêtements et le pré-cooling. Je vous résume globalement cet épisode, c'est le but de celui que vous écoutez. Alors, premièrement, il faut boire. Florence expliquait qu'il n'y a pas de risque spécialement d'hyponatrémie à boire beaucoup. De toute façon, en été, quand il fait vraiment chaud, on n'arrivera jamais à compenser les pertes hydriques. Et de toute façon, l'hyponatrémie n'est pas liée à l'hydratation. Ça, j'en ai un peu marre qu'on me parle de ça. Les travaux ont montré que l'hyponatrémie n'était pas liée à l'hydratation, elle est liée à de l'inflammation, j'en reparle dans 2 minutes. Donc il faut boire et il faut essayer de ne pas perdre plus que 70%, il faut essayer de compenser 70% de ses pertes hydriques. Donc par exemple, on peut se peser, on fait une sortie d'1 heure, dans des conditions de chaleur similaires, on court pendant 1 heure, on voit que pendant cette heure-là, dans des conditions similaires à la compétition, on a perdu 1 litre, on essaye de boire 700 millilitres minimum. Alors, c'est compliqué, ça demande un petit peu de temps. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave, mais c'est un objectif qu'il faut essayer d'atteindre. Deuxièmement, on peut ajouter du menthol dans l'eau avec des boissons mentholées. Ça peut être du sirop de menthe, ça peut être des boissons qu'on trouve dans le commerce qui sont mentholées, il en existe, et qui ont un effet rafraîchissant, surtout au niveau de la perception, qui permettent un petit peu au niveau cognitif de tronquer notre esprit et de lui faire croire qu'il fait moins chaud que ce qu'il fait réellement.
Pour les vêtements, on avait dit globalement il fallait porter du blanc et que ça marchait bien s'il fait vraiment chaud, que les vêtements blancs aident à réfléchir la chaleur et donc à diminuer l'absorption de la chaleur par les textiles, donc diminuer la chaleur de ce qu'on porte, donc forcément on a moins chaud. Et dernièrement, les techniques de cooling et de pré-cooling, on a dit que c'est compliqué à mettre en place, surtout en trail, mais que au plus on va utiliser du froid et du frais sur la tête, principalement sur la tête, sur le visage et sur le torse, et les jambes, qui sont des groupes qui ont des grosses masses musculaires, donc du sang qui passe, au mieux ce sera. Donc par exemple, si on prend l'image de François Daen qui s'était allongé dans une rivière sur la Diagonale des Fous parce qu'il avait ultra chaud, ça c'est une bonne pratique si vous avez vraiment chaud, prendre un ruisseau et vous immerger intégralement dedans pour diminuer la température centrale, c'est une bonne chose. Mais globalement, on était d'accord avec Florence que c'était des petits tips, ces trois choses-là, donc je répète, hydratation, vêtements et cooling, c'était des petits tips qui pouvaient venir aider à la thermorégulation et compléter l'acclimatation à la chaleur. Mais elle et moi on était d'accord, rien ne remplace l'acclimatation, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus. Et la base, c'est l'acclimatation. Si on n'a pas fait d'acclimatation et qu'on arrive à une compétition qui se déroule dans un milieu très chaud, ou un événement, ou un off, peu importe, pas besoin que ce soit une compète, on a beau s'habiller en blanc, s'hydrater correctement et faire du cooling, ça remplacera pas le fait qu'on se n'est pas acclimaté et que le métabolisme va réagir très fort à l'exposition, à cette première exposition à la chaleur. Et ensuite, j'avais reçu Alain Gros-Lambert. Alain Gros-Lambert et moi, on avait parlé du pacing et du fait que, de manière générale, les pacings lisses, surtout sur les courses très longues, sur les courses courtes, c'est discutable. Sur les courses longues, les pacings lisses, c'est-à-dire l'intensité de l'effort la plus lisse possible, et je dis bien la plus lisse possible, est également celle qui est associée aux meilleures performances. Pourquoi est-ce que je vous dis la plus lisse possible ? Parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient c'est impossible en trail et en ultra d'avoir une allure lisse. Oui, déjà c'est vrai, si on regarde l'allure. Si on regarde l'intensité, c'est déjà plus possible. On est capable de réguler l'intensité et d'être par exemple à une perception d'effort lisse à travers la compétition, à travers la performance. Deuxièmement, Alain et moi on est d'accord, nous n'avons pas dit qu'il fallait être complètement lisse tout au long de la course. Il faut juste éviter d'avoir des gros deltas. C'était globalement ça notre discussion et c'est pas exactement la même conclusion. La conclusion c'était quand les études calculent ce qu'ils appellent le coefficient de variation, donc à quel point par exemple l'intensité ou l'allure varie autour de la moyenne, il y a des variations. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est normal d'avoir des variations autour d'une moyenne. La moyenne n'existe pas. L'allure moyenne, on l'atteint quasiment jamais. Par contre, il faut que ces variations soient de la plus petite ampleur possible. C'est-à-dire qu'on lisse les variations. Éviter les gros pics d'allure très élevés vers le haut et éviter les gros downs d'allure vers le bas. Mais essayez que quand il y a des accélérations, elles soient un peu au-dessus de la moyenne et quand il y a des décélérations, qu'elles soient un peu en dessous de la moyenne. Donc ce qu'on avait dit avec Alain Gros-Lambert, c'est non. Le but n'est pas d'être complètement lisse. On n'y croit pas à ça. Il faut savoir réagir, il faut savoir des fois accélérer, des fois mettre un peu plus d'intensité parce que la course le demande. Il ne faut pas chercher à être complètement lisse, mais chercher à avoir des variations de plus petite ampleur, ça par contre c'est intéressant. Donc ça pour moi c'est la première conclusion de ces 2 épisodes sur le pacing. Et la deuxième conclusion sur laquelle je suis revenu dans plusieurs rencontres avec des athlètes, c'est ce qu'a dit Alain, qui n'était pas spécialement prévu à la fin de l'épisode, sur le rôle des sensations. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu de cet épisode. Alain disait que les sensations sont le meilleur indicateur de l'intensité de l'exercice qui existe aujourd'hui. Lui, avec sa casquette de chercheur en psychophysiologie, c'est-à-dire qu'il combine différents domaines, il utilise plein de marqueurs. Et ce qu'il disait, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'il n'existait pas de marqueurs qui intègrent simultanément autant de sources d'informations différentes que les sensations. Les sensations intègrent des sources d'informations sur la fatigue, sur les dommages musculaires, sur la chaleur, sur l'intensité qu'on est en train de vraiment faire, sur l'allure qu'on est en train de tenir, sur l'inclinaison de la pente, sur la technicité du terrain. Bref, toutes ces sources d'informations sont combinées dans notre cognition en tant qu'athlète et nous informent, l'intensité nous informe de l'intensité de l'effort à travers des sensations. C'est difficile, c'est facile, j'évalue que l'effort est à 6 sur 20, 12 sur 20, 14 sur 20, 18 sur 20. Et que pour lui, il y avait quand même une tendance à dénigrer les sensations, alors qu'en fait, c'est un des indicateurs les plus fiables qu'on peut avoir. Donc ça, maintenant, moi, j'utilisais déjà beaucoup les sensations. Je trouve que Alain, il a un petit peu remis au centre du village, comme j'aime bien dire, le rôle des sensations, l'importance des sensations. Et donc, il faut y faire confiance à ces sensations. Il faut les éduquer. Il faut prendre le temps d'avoir l'habitude de qu'est-ce que c'est qu'une sensation d'intensité élevée, basse, moyenne, modérée, etc. Mais que les sensations sont un outil clé dans les compétitions, dans les entraînements, et il faut leur faire confiance. Et moi, j'avais adoré ce message de Alain.
Juste après cet épisode avec Alain, j'avais réalisé un épisode en 3 parties, moi tout seul, puis j'avais reçu Stéphane Doutrelot et Laurent Gergelet, qui sont 2 médecins spécialistes de l'ultra-endurance. J'avais fait 2 épisodes sur est-ce que l'ultra-trail est dangereux pour la santé ? Est-ce qu'en fait, il y a des moments où la pratique de l'ultra-trail spécifiquement est dangereuse et peut mettre à risque la santé. Et la première conclusion pour moi, si je dois apporter une conclusion à ces épisodes, la première conclusion, c'était que non. L'ultra-trail n'est pas dangereux pour la santé. Il n'y a pas plus de pathologies chez les personnes qui pratiquent de l'ultra que chez la population moyenne. C'est même plutôt l'inverse. Les personnes sont en meilleure santé parce qu'elles pratiquent de l'activité physique. Donc le premier message clé qui était à retenir de cet épisode, c'est non. L'ultra-trail, même s'il y a le mot ultra et que ça fait un peu peur, ou que ça fait joli, l'ultra-trail n'est pas à risque pour la santé. L'autre conclusion qui était intéressante, pour moi, de la deuxième partie, avec Laurent Gergelet, c'était qu'il y a certaines pratiques, par contre, qui rendent l'ultra-trail dangereux pour la santé. Et la conclusion de cet épisode avec Laurent, c'est que l'ultra-trail est dangereux quand il est associé à des prises de médicaments. Alors, l'affaire des Templiers, qui est sortie il n'y a pas longtemps, nous le rappelle. La prise d'AINS, surtout d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise d'AINS n'est pas anecdotique dans ces pratiques-là. Et elle est le plus gros facteur de risque de problèmes de santé suite à un ultra-trail. Je parle évidemment pas des blessures traumatiques, de se faire une entorse, ça bon, on le met de côté. Je parle d'autres problèmes de santé. Et Laurent Gergelet, sa conclusion, c'était quand même ça, c'était de dire que les prises de médicaments, et globalement les antidouleurs et les anti-inflammatoires non stéroïdiens et antidouleurs, qu'on peut acheter les deux comme ça en pharmacie sans prescription d'un médecin, sont le plus gros problème et sont pour lui la principale cause de problèmes de santé qui découlent d'un ultra-trail parce qu'ils vont biaiser les mécanismes inflammatoires naturels de l'organisme et ils vont biaiser les mécanismes naturels qui sont censés nous amener à, en cas de danger pour la santé, arrêter la performance. On a des boucles, on a des mécanismes, on a des processus qui se mettent en place quand on s'est trop mis dans le rouge, quand la santé est en danger, qui vont nous pousser à arrêter l'effort. La prise de médicaments va biaiser ces mécanismes-là et donc va probablement nous amener à pousser l'effort plus loin que ce qu'on aurait fait sans ces médicaments, probablement dans des zones rouges, dans des zones dangereuses. Laurent Gergelet, c'est une hypothèse qu'il fait, mais moi je le rejoins beaucoup. Il expliquait déjà que, par exemple, l'hyponatrémie n'est pas liée à l'hydratation, donc on revenait sur ce qu'on a dit avec Florence Riera. Et deuxièmement, que des problèmes de santé comme l'hyponatrémie peuvent être liés à la prise de médicaments. L'hyponatrémie, mais plein d'autres, la rhabdomyolyse, bref, il y a plein de problèmes de santé qui peuvent découler d'un ultra. Il y en a pas plein, mais il y en a certains qui peuvent arriver quand il y a des mauvaises pratiques, comme par exemple de la prise de médicaments. Et donc, c'est principalement ça, pour lui, le facteur de risque numéro 1 des hyponatrémies, etc. Et que de toute façon, la prise de médicaments en ultra-trail doit absolument être proscrite, doit être évitée. Et s'il y a prise de médicaments, il faut qu'il y ait simultanément arrêt de la performance, arrêt de la compétition. C'est pas grave, mais il n'y a rien qui justifie, selon lui, le fait de prendre des médicaments, des antidouleurs, des anti-inflammatoires et de poursuivre l'effort. Il faut arrêter. Donc ça, pour moi, c'est la conclusion numéro 1 de cet épisode, avec Laurent Gergelet. Et la conclusion de l'épisode avec Stéphane Doutrelot, c'était principalement qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que dans certains cas, il peut y avoir des réactions cardiaques et respiratoires à l'exercice, à l'ultra-trail, à une compétition, et qu'il faut surveiller. Que la plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais que si on a un doute, il ne faut pas hésiter à voir un cardiologue, à voir un pneumologue, à faire un test d'effort, et donc s'assurer que tout fonctionne bien. Le test d'effort, c'est quand même quelque chose que plein de gens ne font pas, alors qu'on est beaucoup de pratiquants à s'entraîner seuls. Et au-delà du fait que ça peut nous donner nos seuils ventilatoires 1 et nos seuils ventilatoires 2, ce que je trouve super intéressant dans l'entraînement, c'est un moyen de vérifier réellement qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique. Donc, la plupart du temps, il n'y en a pas besoin, c'est-à-dire que tout va aller bien et il n'y a pas besoin de faire ces tests à l'effort, mais s'il y a le moindre doute, ça peut être intéressant et c'était un petit peu la conclusion qu'on avait avec Stéphane Doutrelot. Mais la grande conclusion qu'on a avec lui, c'est que globalement, non, il n'y a pas de risque à pratiquer du trail et de l'ultra pour le cœur et les poumons. Et au contraire, le cœur et les poumons, même s'il y a certains marqueurs qui peuvent laisser entendre que il y a des risques de pathologie. En fait, il y a moins de pathologie chez les pratiquants d'ultra-trail que chez la population générale. Donc, pratiquez de l'ultra, pratiquez du trail, faites du sport, c'est bon pour la santé. Et là, on arrive doucement aux derniers épisodes de la saison 1 du podcast. J'avais à nouveau reçu Guillaume Millet, mais pas pour parler d'entraînement cette fois, mais pour parler de sa deuxième thématique d'intérêt,
le sommeil. Et Guillaume, quand je lui ai proposé l'épisode, m'avait directement dit, avec grand plaisir, parce que je travaille sur cette thématique depuis des années, ok, j'ai publié là-dessus, j'ai encadré des doctorats là-dessus, mais actuellement, on vient de recruter dans mon laboratoire un expert de la thématique encore plus calé que moi, Mathieu Berger, et donc il m'avait proposé de l'inviter également, donc on avait fait un épisode à 3 voix. Et donc l'épisode, moi je le trouve vraiment passionnant, l'expertise de Mathieu Berger, elle est extraordinaire. Celle de Guillaume également, parce qu'au-delà d'avoir travaillé sur le sommeil et l'ultra-endurance, il a pratiqué, il a fait des courses comme le Tour des Géants où il a dû réfléchir à comment dormir sur l'événement pour optimiser sa performance, mais également minimiser la fatigue. Et globalement, si je dois résumer cet épisode en 2-3 messages clés, ce seraient les suivants. Premier message clé, il faut prévoir les moments de sommeil. Mathieu et Guillaume s'accordaient à dire que si la course sur laquelle vous vous lancez demande pour vous, car vous connaissez, un moment de sommeil. Par exemple, vous partez sur un UTMB en 40 heures et vous savez que vous ne pouvez pas faire 40 heures sans dormir, donc il va vous falloir un moment de sommeil. Il vaut mieux planifier une sieste plutôt que se laisser prendre par le sommeil et donc devoir gérer à un moment une somnolence très prononcée qui peut être dangereuse pour la santé et qui va forcément vous amener à baisser votre performance. Et que du coup, en fait, ça se planifie bien dans le cadre d'une course. Deuxièmement, il soulignait le rôle clé des micro-siestes qui, pour eux, même en 10-15 minutes, peuvent apporter des bénéfices qui sont souvent sous-estimés. Guillaume donnait l'exemple qu'on peut s'endormir avec, par exemple, un objet dans la main et au moment où on sent que le sommeil nous gagne, on va le lâcher et ça nous réveille et donc ça peut nous amener à repartir. On aurait eu là une durée de sommeil suffisante en micro-sieste pour repartir. Et enfin, il disait que selon la durée de l'épreuve, les micro-siestes peuvent ne pas suffire. C'est-à-dire que par exemple, sur un UTMB ou une diagonale des fous, en 40 ou 50 heures, peut-être que des micro-siestes peuvent faire l'affaire. Sur un Tour des Géants, peut-être que les meilleurs peuvent s'en sortir uniquement avec des micro-siestes. Mais par contre, quand on va passer sur des épreuves plus longues, il risque d'y avoir à un moment donné besoin d'un vrai cycle de sommeil qui va durer environ 1h30. La dernière chose pour moi qui était vraiment intéressante à retenir de cet épisode, c'était également le rôle de la caféine, sur lequel je ferai un épisode entier dans la saison 2 du podcast. Caféine qui est à mélanger avec les stratégies de sommeil, c'est-à-dire qu'on planifie l'utilisation de la caféine à des moments clés pour lutter contre la somnolence. Et on planifie des micro-siestes au besoin avec des prises de caféine, par exemple, juste avant de faire la micro-sieste pour, d'une part, récupérer un peu grâce à la micro-sieste, d'autre part, lutter contre la fatigue grâce à la caféine. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment les 3 messages clés qui étaient à retenir de ces épisodes sur le sommeil. Après ces épisodes sur le sommeil, j'avais reçu à nouveau Guillaume Raoult. On avait voulu faire un épisode qui venait compléter ce qu'on avait discuté dans le cadre de l'épisode sur la foulée, mais en parlant cette fois de ce qu'on a vraiment fait en sorte de mettre de côté dans ce dernier, à savoir les chaussures. Et j'ai fait du coup un épisode en 3 parties sur comment choisir ses chaussures de trail et de course à pied. Alors, là aussi, ça va être un épisode qui va être difficile à résumer parce que, en fait, c'était super long. On a 2 épisodes je crois qu'avec Guillaume, on a 2 épisodes de 1h, 1h15 à peu près. Donc, on a vraiment beaucoup discuté. Mais en gros, on disait qu'il y a 4 ou 5 paramètres qui vont nous amener à choisir une chaussure. Le confort, le drop, le contrôle de pronation et supination, dont une toute petite catégorie, sous-catégorie de coureurs bénéficient. Pas tous, c'est vraiment rare, mais certains en bénéficient, surtout du contrôle de la pronation. Le poids, et globalement, c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'en dehors de ces 4 paramètres, donc confort, poids, contrôle de la pronation, il n'y a pas énormément de choses qui vont rentrer en compte et qui vont nous amener à choisir une paire plutôt qu'une autre. Ce que disait Guillaume, si j'essaie de résumer la première partie de notre échange avec Guillaume, c'était que, globalement, une chaussure qui va avoir un bon confort d'accueil, dans laquelle on se sent bien quand on l'enfile et quand on part faire les premières foulées avec elle, il y a de grandes chances que ce soit une chaussure qui correspond à nos besoins. S'il y a une caractéristique que j'ai oubliée, c'est le drop. Je vous explique dans 2 secondes. Donc le confort d'accueil, on met une chaussure et on va trottiner avec. Et globalement, si on est bien dedans, c'est peut-être que plein de caractéristiques mélangées nous correspondent. Peut-être que la forme de la chaussure, la largeur de la chaussure, son drop, son amorti, tout ça, fait qu'on est bien dans la chaussure. Et donc que c'est une chaussure qui nous correspond et qui va nous plaire sur le long terme. Pour moi, ça c'était le premier message clé de l'épisode 2. Le deuxième message clé de l'épisode 2, c'était le drop est à choisir en fonction potentiellement des blessures qu'on a eues dans notre carrière sportive. Si on n'a pas de blessures, on change pas de drop. Ça, c'était le message numéro 1 de Guillaume. Si on a eu des blessures, en fonction de leur localisation, il peut être intéressant de changer le drop. En résumé, si les blessures ont été, et je reviens sur l'épisode de la foulée, si les blessures ont été au niveau des pieds, des chevilles ou des mollets, il peut être intéressant d'augmenter le drop et d'aller sur un drop qui dépasse les 6 mm. Donc par exemple vers 8 mm, pourquoi pas 10 mm. Si les blessures ont été au dos, aux hanches ou aux genoux.
alors il peut être intéressant de faire la démarche inverse, de diminuer le drop, et donc de changer, en changeant le drop, de changer les localisations des contraintes, et peut-être de prévenir des rechutes des blessures. Évidemment, ça c'est à venir en complément de soins kinésithérapie. Mais donc voilà, pour moi, le deuxième message clé, c'était concernant le drop. Et le dernier message clé pour moi qui était intéressant à retenir, c'est que globalement, le contrôle de la pronation, il y a de grandes chances qu'on s'en moque. Il y a de grandes chances qu'on s'en moque parce que si vous êtes un coureur qui a une pronation excessive, problématique, qui vous a favorisé des blessures, donc c'est une toute petite sous-catégorie de coureurs, c'est de la surpronation à la course, il y a de grandes chances que vous soyez au courant, que vous ayez déjà eu des douleurs, que vous ayez déjà eu des blessures, que vous ayez déjà consulté pour ça, et donc que vous soyez au courant que vous avez besoin d'un contrôle de la pronation. Et donc pour la plupart des gens, on s'en moque un peu du contrôle de la pronation et il n'y a pas besoin d'aller vers une chaussure qui propose un contrôle de la pronation. Ça, pour moi, c'est peut-être les 3 messages clés de l'épisode 2. L'épisode 3, avec un titre un peu provocateur, je l'ai cherché, Minimaliste versus Super Shoes. Il a amené des commentaires plus ou moins constructifs, pour rester optimiste. Et la conclusion de cet épisode, pour moi, elle est assez claire. Sur la partie 3, du coup, avec Guillaume, où on a beaucoup opposé Minimaliste à Super Shoes et quelle est l'utilité des Super Shoes. C'était globalement aucun des deux. Ni les chaussures minimalistes, ni les Super Shoes n'apportent de bénéfices intéressants pour les pratiquants de trail et d'ultra. Alors, les chaussures minimalistes, la conclusion qu'on avait, c'était que globalement, elles peuvent avoir des effets bénéfiques au quotidien, à l'utilisation quotidienne, quand on marche dans la vie de tous les jours, quand on va se balader, par exemple, en montagne ou en forêt, parce qu'elles vont solliciter les intrinsèques du pied, mais que c'est des chaussures qui sont trop exigeantes pour être réellement utilisées à l'entraînement. C'était la conclusion, en tout cas, qu'on avait un petit peu, lui et moi. Toujours en accord avec la littérature. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette conclusion, j'ai pas de problème, envoyez-moi des sources et je me ferai un plaisir de rebondir dessus. La deuxième conclusion, c'était que les super shoes sont utiles, mais dans des cadres tellement restreints et spécifiques qu'elles sont rarement utiles. Il faut dépasser certaines vitesses. En dessous de 14 km/h, il n'y a pas vraiment d'effet. Il faut que la chaussure soit construite avec une plaque intégrale. Il faut qu'il y ait une super mousse. Donc bref, les super shoes, elles ont des effets qui vont toucher une minorité de coureurs sur la route. En trail, j'ai écrit un article dans Relance Mag, d'ailleurs si vous souhaitez le consulter. En trail, il y a beaucoup de coureurs en ultra trail, on les atteint jamais, ces vitesses et ces conditions où les super shoes sont utiles. Sur des formats plus courts, je prends l'exemple de la Saint-Élion, Thomas Cardin qui vient de gagner, il passe à peine de temps en temps à ces allures-là, mais pas toute la course. Donc en fait, la grande majorité des coureurs ne vont pas en profiter. Et donc à la question, pour moi c'est vraiment le message clé de cet épisode minimaliste versus super shoes. On parle pendant 1h15, donc c'est difficile de le résumer comme ça, mais la conclusion, ce serait ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, et revenir sur ce qu'on a discuté dans la partie 2. Ça me fait presque bizarre de résumer autant d'échanges avec Guillaume en une seule phrase, mais je pense que c'est vraiment le message à garder en tête. On arrive aux 2 derniers épisodes de la saison 1 de Courir Mieux, celui que j'ai fait avec Olivier Dupuis sur la récupération. Là aussi, c'est un épisode, je trouve, qui a été un petit peu dénigré. Alors peut-être qu'il n'est pas intéressant, peut-être que ça intéresse pas trop les auditeurs et auditrices, ça vous intéresse pas trop la récupération, mais moi je trouve que c'était quand même vraiment un pilier parce que pour moi, il y a 3 piliers à l'entraînement. L'entraînement lui-même au progrès. L'entraînement, l'alimentation et la récupération. C'est-à-dire que la meilleure séance du monde, je reviens sur les séances VO2 max, la meilleure séance de VO2 max, la mieux calibrée, c'est pas la séance elle-même qui permet de déclencher les adaptations. C'est bien ce qui se passe dans la récupération qui fait que ce qui s'est passé dans la séance va s'ancrer et va générer des adaptations. Si vous avez une récupération de mauvaise qualité, vos meilleures séances du monde ne servent à rien. Si vous faites les mêmes séances que ce qu'on explique avec Bastien Bontemps sur le dénivelé négatif, mais qu'après vous n'avez pas une récupération adéquate, vos séances de dénivelé négatif, elles servent à rien. Et donc pour moi, un épisode qui venait parler de la récupération, c'était ultra important. Globalement, si je résume nos échanges, autant la partie 1 que la partie 2 avec Olivier Dupuis, qui est d'ailleurs du même laboratoire que Laurent Bosquet, et avec qui ils travaillent les deux, justement parce que dans l'affûtage, il y a la question de la récupération. La conclusion numéro 1, je dirais, c'est alimentation et sommeil. La base, je suis d'accord avec Olivier là-dessus, la base de la récupération, c'est bien s'alimenter et bien dormir. C'est vraiment là que le gros de la récupération et des rebonds post-entraînement, c'est ce qu'on attend, on attend des adaptations au niveau physiologique qui nous permettent de nous améliorer. C'est vraiment dans l'alimentation et le sommeil, le repos, que ça va se trouver. Et donc là, je fais un petit rebond. Si vous n'avez jamais de période de récupération, si vous n'avez jamais de jour de repos, vraiment où vous vous reposez, si vous n'avez jamais de semaine d'assimilation, pour moi, et je pense qu'Olivier est assez d'accord avec moi, pour moi, il y a un problème dans l'entraînement. Et vous n'allez pas pouvoir vous adapter aussi bien que ce que vous pourriez vous adapter.
Donc ça, c'était pour moi la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que ok, des petites aides extérieures peuvent vous aider, mais là aussi, un petit peu comme ce que je vous ai dit juste avant, je sais plus pourquoi, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a des aides qui vont venir vous aider. Par exemple, des massages peuvent un peu aider en cas de grosses courbatures à mieux dormir. Par exemple, là aussi, après une compétition plutôt, d'ultra trail ou quoi, on peut avoir des courbatures et là, le froid peut également un peu aider. De manière générale, au quotidien, dans l'entraînement et après des compétitions, là où on a eu beaucoup de sollicitations musculaires, les vêtements compressifs peuvent aider. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais il y a un vieil épisode où j'avais reçu Fabrice Vercruisen, où on parlait spécifiquement des compressifs. Vous pouvez le consulter si vous le souhaitez. On avait globalement ces conclusions-là. Mais ce qu'on disait avec Olivier, et pour moi, ça c'est le message clé à retenir de cet épisode sur la récup, c'est que tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si il n'y a pas du vrai repos qui est fait correctement, si l'alimentation, pendant la récupération, elle n'est pas optimale, là aussi, Olivier, il parle de l'importance des apports en glucides pour récupérer. On parle également d'ailleurs de l'importance des glucides pendant l'effort pour réduire le delta de récupération qu'on souhaite. Donc là encore, un autre expert qui parle de l'importance des glucides. Comme en ce moment, je me fais taper sur les doigts par des personnes qui sont pro-low carb, peut-être que je suis un peu biaisé dans mes retours, je suis vraiment désolé. Donc on parlait de tout ça avec Olivier, et si ces piliers-là ne sont pas mis en place, globalement, les petites cerises sur le gâteau qu'on peut apporter avec les vêtements compressifs, les bains froids et les massages, globalement, ça sert pas à grand-chose. Également, on était assez d'accord qu'au-delà de ces 3 bonus, il n'y a pas grand-chose qui marche, la littérature est assez claire. Tout ce qui va être pistolet de massage, bottes de pressothérapie, etc., tout ça, en fait, ça marche pas trop et on peut se permettre de le mettre de côté. Donc voilà, en gros, les 2 ou 3 messages clés qui seraient à retenir des épisodes avec Olivier. Et enfin, on arrive au dernier épisode que j'ai publié de la saison 1 du podcast Courir Mieux, que je vous remercie d'écouter d'ailleurs, qui concerne le REDS, le syndrome de faible disponibilité énergétique chronique. Pour cet épisode-là, j'ai reçu en tant qu'experte Manon d'Auvergne, qui actuellement réalise son doctorat sur une thématique qui est extrêmement liée au REDS et qui actuellement est une des personnes les plus calées sur le REDS. La conclusion, si je dois résumer ces échanges en quelques messages clés, c'est assez simple. Premièrement, on a une tendance à sous-estimer les besoins énergétiques quand on pratique des sports d'endurance. Et là, c'est intéressant parce que Julien Louis, dans les épisodes sur la nutrition, le mettait déjà en avant cette tendance qu'on a à sous-estimer nos besoins. Deuxième chose que Manon d'Auvergne souligne, que le consensus de Montjoyal en 2019 et en 2023 souligne. Je m'appuie beaucoup sur cela parce qu'en fait, ces consensus, ça veut dire qu'il y a une liste d'auteurs longue comme le bras et ces auteurs, ils font partie du groupe scientifique du Comité international olympique. Donc là, on est quand même sur un groupe d'experts extrêmement fiable, extrêmement au fait de la littérature et dont les propos sont évidemment à questionner. Dans la science, il n'y a jamais rien à prendre comme tout cuit et à ne jamais questionner. Mais quand on a ce genre de groupe d'experts qui nous amène, qui tire des conclusions consensuelles avec un protocole de vote consensuel, moi je pense qu'on peut les écouter. Ce que disent ces experts, globalement, c'est que la faible disponibilité énergétique, c'est un problème et surtout, dans la plupart des cas, on est face à une faible disponibilité énergétique qui est due à trop peu de glucides consommés. Et là encore, pour moi, ça revient un petit peu sur des commentaires que je peux recevoir en ce moment, des controverses qu'il y a pu avoir sur certaines publications que j'ai faites. C'est pas moi qui le dis en fait, c'est des groupes d'experts. C'est des groupes d'experts qui viennent nous expliquer que la faible disponibilité énergétique et que la faible consommation de glucides au quotidien, je réinsiste, pas de sucre mais bien de glucides au quotidien, peut amener d'une part à des manques de performance, ok, mais ça là dans le cadre du REDS on s'en moque un peu, peut amener à des problèmes de santé. Et ça pour moi c'est vraiment crucial. Stellingwerfeal d'ailleurs, qui est également un article, une revue de littérature, faisait la même conclusion en 2019, où eux ils utilisent même pas le terme faible disponibilité énergétique. Ils utilisent le terme faible disponibilité en glucides ou faibles apports en glucides. L'autre article que j'ai vulgarisé dans cet épisode, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parle de la temporalité des faibles apports en glucides qui peuvent être pendant la séance, au quotidien, sur du long terme, sur du court terme. Bref, tous ces auteurs, ils amènent à dire que, ok, pour moi ça c'est le message clé numéro 1, ok, la faible disponibilité énergétique, c'est un problème de santé. Elle peut être liée à différents apports en macronutriments qui sont manquants, mais quand même, ce qu'on retrouve la très grande majorité du temps, c'est une faible disponibilité énergétique à cause de faibles apports en glucides. Donc la première conclusion, c'était ça. Il faut bien estimer ses apports et consommer assez de glucides à l'effort, mais également de lipides et de protéines. Et si vous voulez savoir ce que c'est que bien consommer des bonnes quantités, je vous en renvoie à l'épisode avec Julien Louis. On est largement revenu sur ce sujet et qu'est-ce que c'est que des bonnes doses
de glucides, de protéines, de lipides. Le deuxième message clé pour moi qui était à retenir, c'est que le REDS, c'est un vrai problème de santé et qu'il faut le prévenir et que c'est pas si simple à prévenir. Donc il faut vraiment le surveiller et il faut de manière pluridisciplinaire en tant que coach, que kiné, mais également athlète, avoir le maximum de connaissances possibles pour prévenir ces problématiques-là. Ça, c'était le deuxième message clé. Et pour moi, le troisième message clé, c'était il faut le prendre en charge rapidement. C'est pas compliqué à prendre en charge, il suffit d'augmenter les apports. Alors si ça provient, vous êtes un des cas rares, ça provient d'un manque d'apport en lipides et en protéines, il faut immédiatement rétablir les choses. Si ça provient d'un manque d'apport en glucides, comme c'est très souvent le cas, également, il suffit de rétablir les choses. Donc ça, pour moi, c'était vraiment les 3 messages clés qu'on peut retenir de l'épisode avec Manon d'Auvergne. Et peut-être le 4e message clé, et je ferai un épisode entièrement dédié à ça dans la saison 2, puisque j'ai déjà fait une revue de littérature qui est disponible sur le site. Si vous souhaitez aller le consulter l'article, j'ai déjà fait un article sur le low carb. Le low carb, globalement, la plupart du temps, c'est une bêtise. Et c'est pas une bonne idée de passer en low carb. Il y a des populations très spécifiques qui vont en bénéficier du low carb. On parle de populations pathologiques à qui on recommande un régime low carb à cause d'un problème de santé. Et c'est une équipe médicale qui recommande le régime low carb. Mais la grande majorité du temps, la très grande majorité du temps, c'est une bêtise, c'est délétère aux performances, ça, il y a de la littérature qui le montre largement. C'est délétère à la santé, ça, la littérature sur le REDS nous en informe aussi, mais il y a également de la littérature sur les blessures qui nous informe sur ce sujet-là. Tous les articles dont je vous parle, ils sont cités sur mon site web, donc vous pouvez, sur le site Courir Mieux, donc vous pouvez aller le consulter. Et donc, globalement, c'est peut-être aussi une conclusion de ces épisodes sur le REDS, c'est pas une très bonne idée de vouloir réduire les apports en glucides. Voilà. Cette conclusion-là est à la frontière entre des attaques à la fois personnelles et sur le contenu que j'ai reçu dernièrement sur les épisodes sur le REDS, mais j'ai eu pas de... C'est ma faute, j'ai attaqué la secte du low carb. C'est également un complément d'information sur le REDS, donc j'espère que ça vous sera utile de l'écouter. De toute façon, d'autres épisodes sur le sujet viendront compléter tous ces propos-là avec des experts de la thématique dans la saison 2 du podcast. Je pense que j'ai largement fait le tour. J'espère que cet épisode avec des messages clés, des résumés qui revient un petit peu sur les différents contenus que j'ai publiés pendant un an, pendant la saison 1 en fait du podcast Courir Mieux, vous a été utile. N'hésitez pas à retourner écouter les épisodes et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des commentaires sur YouTube, sur Instagram pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, à poser des questions. Ça m'aide également, vos questions, vos interrogations, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à planifier d'autres épisodes, donc c'est toujours bienvenu. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires bienveillants et constructifs que je reçois, parce que s'il y en a qui sont très dénigrants, très durs parfois, j'oublie de dire qu'il y en a des très sympathiques qui viennent vraiment juste questionner, poser des questions, aider à la réflexion, et je vous remercie beaucoup pour cette démarche. N'hésitez pas à remettre un petit coup d'écoute aux épisodes qui ont été moins écoutés, ça me fera toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des souhaits sur la saison 2, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je prépare les thématiques en fonction de vos retours, donc ça me fait toujours également plaisir. Et je vous propose de conclure ici cet épisode bilan et cette saison 1 de Courir Mieux. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt dans la saison 2. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire Nutrition for Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel saveur citron et le Energy Unit Drink saveur pastèque qui, en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur forendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.